Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir ou de voir essentiellement c'était quoi le début de la Renaissance. Donc, dans cette leçon ici, ce que nous avons vu un peu, c'est comment est-ce que la vie était juste au début de l'Europe moderne, donc au début de la Renaissance. D'abord, ce qu'on a abordé en classe, c'était la définition de l'Occident. Parce que l'Occident, en principe, c'est très général comme terme. Nous allons plus ou moins dans ce cours-ci simplifier cela à l'Europe pour nous. Ok? Donc, initialement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Mais au courant de l'histoire, ça signifiait d'autres régions qui entouraient l'Europe un peu. Donc, nous, pour être général, ok, dans la salle de classe, nous allons dire à peu près l'Europe. Pour vous donner une idée de qu'est-ce que l'Occident avait de l'air à l'époque, voici, ça c'est dans l'année environ 1500, je réalise que la map est anglophone, vous pouvez voir un peu le but de ça. Les choses qui ne changent pas vraiment, la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, c'est des pays qui ont pas mal demeuré très, très, très semblables à ce qu'ils sont aujourd'hui, quelques petites différences. Vous allez voir que l'Italie est un regroupement de nations ici, donc la NAP. Vous avez aussi l'Empire ottoman, que nous n'allons pas tellement discuter en salle de classe, nous allons vaguement en parler, qui va être plus important vers la fin de la Révolution française et on va en parler aussi en termes de la libération de la Grèce. Bon, d'abord, qu'est-ce qui est la Renaissance? Ce qu'on a mentionné en classe, c'est deux mots. OK, donc c'est en partie re et naissance. Par ceci, on veut dire que c'est le peuple humain est vraiment dans le déclin dans la fin du Moyen Âge. On a vraiment vécu des grosses misères que je vais aller aborder dans 2 instants. Et puis, c'est que le peuple lui-même se réveille, donc renaît à nouveau pour, euh, pour évidemment se réveiller de tous les sens intellectuels, artistiques, etc. Et les définitions que je vous ai données, c'était essentiellement la Renaissance, un mouvement intellectuel et artistique qui a commencé en Italie vers 1350. Vers l'année 1500, ça a pas mal répandu dans l'Europe, sauf la Russie, la Turque n'a pas nécessairement vécu la Renaissance. Nous allons voir plus tard dans l'histoire, la Russie va tenter de forcer une genre de Renaissance sur son peuple. Mais au début, il était très timide. On dirait que la Renaissance ne s'est pas rendue là. Et on peut voir aussi des différences culturelles entre l'Europe, qu'on connaît, l'Europe moderne, et la Russie, même de nos jours. Alors, j'ai mentionné qu'avant de comprendre la Renaissance comme telle, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé juste avant, donc au début de la Renaissance. Une des choses qui est importante à noter, c'est que c'était un monde très, très, très dangereux. Okay? C'est pas nécessairement différent d'aujourd'hui, dans le sens que on vit quand même dans un monde de guerre, on vit quand même dans un monde qui a du terrorisme, et puis les chances sont extrêmement bonnes que le prochain siècle, nous allons vivre dans ce même monde avec le même danger que nous avons maintenant, sauf euh, la sécurité ou le sens de sécurité qu'on a au Canada ou en Amérique du Nord est très, très différent du sens de sécurité ou le sentiment d'être en santé qu'on avait en Europe lors du début de la Renaissance. Donc d'abord, le plus gros problème était les maladies. Qu'on n'avait pas, les sciences n'étaient pas vraiment déclenchées. Donc, il n'y avait pas d'antidote parce qu'il n'y avait pas de recherche faite sur l'antidote encore. Donc, on n'avait pas fait de recherche dans qu'est-ce qui cause la mort chez les gens. Alors, les germes, l'alimentation, la grippe, la variole, la peste bubonique. Donc, il y en a qui l'appellent la peste noire, le Black Plague qu'on connaît en anglais. Donc, si je ne me trompe pas, ça l'a tué environ un tiers de la population européenne à l'époque, vers la fin des années 1300. Donc, le peuple est en train de se reprendre de ça. Que la peste bubonique, sachez qu'elle va revenir en Italie, mais on se rendra là un peu plus loin. Et une autre chose qui était difficile, c'était les saisons. OK, donc, pour nous, c'est facile. Il neige dehors, il fait fret. OK, je rentre dans la maison, je crains que la chaleur, puis c'est bon. Tu sais, j'ai une belle petite fournaise à gaz. Mais là, et c'est insulé chez nous en plus. Donc là, on regarde, c'est pas nécessairement bien insulé. On chauffe au poêle à bois. Écoute, on n'a pas des gros manteaux, des grosses bottes comme on a aujourd'hui. Donc, c'est pas autant. euh, c'est pas aussi facile. Et puis, la grippe qu'on connaît qui arrive souvent avec la température froide, plus facile à propager la grippe. Euh, on n'a pas de façon de s'en sortir. Une fois qu'on attrapait la grippe, les chances sont très très bonnes que nous allons mourir. En termes de catastrophe, donc là je parle d'inondation, peu importe. Tu sais, les gens, ils vivaient dans des régions de ferme, donc notre budget familial ou peu importe dépendait sur notre terrain. Donc s'il y avait une inondation ou une tornade ou peu importe, puis ça détruisait tout, 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 tout notre récolte, ben dans ce cas-là, j'ai pas vraiment de moyen de nourrir ma famille, de ramasser des fonds, etc. Je peux pas le vendre, j'ai rien.
Donc ça, c'est un autre des défis. La violence, OK? Donc on avait des guerres, on pense surtout des guerres au nom de la religion catholique, euh, qui il envoyait des centaines de soldats à la fois. Et il faisait ces soldats-là tuer plein de gens. Ensuite, on ramenait ces soldats-là à la maison, puis on assumait qu'ils seraient capables de s'intégrer dans la société comme rien, jusqu'à ce que la prochaine guerre arrive. Puis là, mais que la prochaine guerre arrive, OK, là, les gens-là devraient être prêts à tuer encore. Donc, on le connaît très bien de nos jours, le stress de la guerre, on en parle beaucoup, c'est dans les médias, il y a des gros problèmes dans le temps. On voit ça comme des gens, écoute, c'est juste des soldats, c'est le même qu'ils sont. Fait que les autres, ils arrivaient à la maison, puis ils battaient, puis ils tuaient des gens à la maison, parce que psychologiquement, c'était difficile à gérer avec ça. Donc, tout le monde vivait en danger. Et puis, le gouvernement ou les monarchies à l'époque ont décidé que ben, la meilleure façon de faire la violence, c'est avec de la violence. Donc, tout le monde était entouré de violence en tout temps. La dernière chose qui était dangereuse à l'époque, c'est Dieu. Okay? Donc, on a parlé que la religion catholique était forte en Europe au début de la Renaissance. D'ailleurs, c'était comme la superpuissance de l'Europe. Et puis, les gens avaient peur d'aller en enfer. C'était très réel, là, la croyance que si je ne fais pas ce que je suis supposé de faire, je vais aller en enfer. Donc, les gens, il y a des gens qui faisaient des choses au nom de Dieu. Et parlant de religion, il y avait les trois choses majeures qui se passaient à l'époque. Donc, premièrement, la providence, c'est la justice de Dieu. Par ça, je veux dire, c'est genre, tu sais, nous, ce qu'on appelle le karma. Okay? Donc, eux autres croyaient beaucoup que Dieu avait le contrôle sur tout cela. Ce qui veut dire que, mettons que moi, j'ai arrivé en accident de char. OK? Ça n'a rien à faire avec le fait que je ne suis pas capable de conduire. Non, non, non. C'est parce que je n'ai pas prié assez ou je n'ai pas fait assez de service au nom de Dieu. Donc, Dieu est en train de me punir. S'il y a quelque chose de bien qui arrive, bien, ça doit être parce que je suis une bonne personne. S'il y a quelque chose de mal qui arrive, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Donc, on disait toujours que tout ce qui arrivait était en conséquence directe de ce que Dieu pensait de nous. On avait aussi le salut. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le salut, ça, c'est qu'on allait au paradis. Okay? Donc, tout le monde voulait aller au paradis parce que, comme j'ai mentionné, on avait peur d'aller en enfer. Donc, pour aller au paradis, il fallait prier. Il fallait prier, il fallait payer, il fallait aller à l'église. Donc, ça, c'était une des choses, une des trois éléments. Et le dernier, c'était l'esprit communautaire. L'esprit communautaire, on voyait ça comme une façon d'expirer tes péchés. Si tu aides les autres, tes péchés vont être oubliés. Puis, dans un principe psychologique, c'est pas nécessairement faux. Euh, si on regarde comme personne, si je fais quelque chose de mal, et puis pendant plusieurs années, je fais des bonnes choses pour aider les autres, pour essayer de me reprendre, c'est pas toujours nécessairement lié à Dieu, mais on a encore cette mentalité-là que je vais me sentir mieux à propos de moi-même d'avoir fait quelque chose de mal si je fais quelque chose de bien. Donc cette mentalité-là est aussi émotionnellement reliée aux gens, mais eux, ils l'attachaient à un esprit religieux pour dire, écoute, si tu as fait quelque chose de mal, tu peux aller en enfer. Donc, tu devrais faire quelque chose de bien pour essayer d'expirer ça. Je parle de l'importance avant la prière. Ben, l'importance monétaire, on avait des indulgences, ce qui veut dire que tu devais payer de l'argent pour te garantir une place au paradis. Donc, où tu allais dans des églises, où tu allais dans des villes, et puis tu pouvais mettre de l'argent et dire, je prie pour mon oncle Joe Blow pour que lui puisse s'en aller au paradis. Donc là, je devais faire des prières que j'ai payées pour avant pour que cette personne-là puisse aller au paradis. Donc, la religion faisait beaucoup d'argent. Et on instaurait aussi le système de purgatoire, pour ceux qui ne sont pas au courant. Là, je vais essayer de dessiner ça. Là. Mettons, j'ai une ligne ici. OK, donc, ça fait dur. Juste un instant, là. Je ne suis pas à mon tableau en ce moment. OK, donc, mettons, j'ai juste une ligne. OK? En haut de cette ligne, j'ai le paradis. En bas de cette ligne, j'ai l'enfer, qui est des vagues manquées, qui n'ont pas de l'air comme des flammes. Et juste entre les deux, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Donc, il y avait des questions de bébés pas baptisés ou peu importe. C'est genre un limbo entre les deux. Donc, tu n'es pas en enfer, mais tu n'es sûrement pas au paradis. Alors, tu vivais dans une atmosphère très, très, très déplaisant, mais pas aussi déplaisant que l'enfer. Et puis, si tu devais prier, 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 les gens devaient prier pour toi pour que tu montes du purgatoire au paradis. Et de plus,
J'ai aussi noté que c'est la religion vraiment qui définissait les temps. Puis c'est encore aujourd'hui beaucoup, la religion définit beaucoup nos temps, surtout ici à l'école. On regarde, on a une pause à Noël, on a une pause de 4 jours à Pâques. C'est, nos événements sont quand même contrôlés en principe par la religion. Donc, ça n'a pas nécessairement changé, mais pour eux, c'est comme ça qu'ils savaient que Noël, c'est l'hiver. Donc, ensuite, le printemps, c'est Pâques, etc., etc. Et de plus, il définissait genre une sorte de morale et de conduite. Donc, il essayait de garder le contrôle sur le peuple. Toutefois, il y avait un code de conduite qui n'était pas nécessairement en lien avec la religion. Donc, ça, c'était pas une loi, c'était juste une question de réputation. Tout ce que tu faisais, tout ce que tu portais, les armes que tu avais, qui est ton père, etc. C'était ta réputation, puis c'était comme ça que les gens te percevaient dans la communauté. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'importance qui était attribuée à la réputation des gens dans une communauté. Et par conséquent, évidemment, les femmes étaient ceux qui dépendaient des hommes. Okay? On va voir qu'il va y avoir une progression vers les années 1700 chez les femmes, mais au début, les femmes sont dépendantes des hommes. Et la réputation de la femme dépend de sa réputation de son homme. Donc, si ton mari, il est extrêmement riche, ta réputation va être bonne. Okay? Mais en même temps, tu pouvais avoir une réputation négative comme femme, même si, mettons, tu deviens, on parle de prostituée ou peu importe, c'est des femmes qui n'avaient pas nécessairement un homme. Et le problème avec ça, le problème avec la réputation, c'est que ça fonctionne des deux bords. Tu sais, ton mari peut avoir une très bonne réputation, tu fais une connerie, ta réputation devient négative, sa réputation à lui devient négative, la réputation de son père à elle devient négative. Okay? Donc, tout le monde associe la réputation des gens autour de cette femme-là. Donc, elle dépend des hommes et les hommes également ont très peur parce que leur réputation peut dépendre de la femme qu'ils ont choisie. La dernière chose qu'on a discuté, c'est au sujet de la hiérarchie sociale. Euh, Écoute, oublie la démocratie, oublie l'égalité. Il y a des grosses différences de classe. Et puis, il était important à l'époque de classer toutes. Il y avait toujours quelque chose qui était plus puissant qu'un autre ou qui avait plus de pouvoir ou qui devait mener un pays, etc. Comme j'ai mis les animaux, les éléments, les métaux, l'âme était supérieure au corps, les jeunes aux aînés, les femmes aux hommes. Donc, on avait tout classé ça. Je vous donne une idée. Oui, c'est en anglais, mais on voit que le pape et l'Église est juste ici en haut. Ensuite, le roi. Les marchands, ensuite, ça, c'est ceux qui sont dans la classe moyenne, la bourgeoisie, etc. Ensuite, on a les nobles. Ensuite, on a les paysans, etc. OK? Donc, les paysans en dehors de la ville, c'était vraiment ceux qui étaient euh, les moins classés ou, en tout cas, donc vous voyez un peu les nobles qui n'avaient pas de terre, etc. En termes donc, ceci, non, je ne vais pas continuer parce que ça, c'est la prochaine leçon. Ceci conclut la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un message sur Edmodo.